va parler des CMS pour un média du futur. Voilà, si vous êtes épileptique, cette présentation n'est pas faite pour vous. Instant pub. On aime la couleur chez CodeStore et on aime les CMS. On intègre des CMS pour des médias dans le monde entier. Voilà, on est la World Company. En plus, c'est blague à part, on est vraiment World Company, c'est-à-dire que le plus gros client, il est brésilien. Et le plus petit, il est marocain. Et puis le seul français qu'on a, c'est l'Express. Et télécharger l'app de l'Express, elle est sortie hier. On est très fiers. Et il y a de la lecture audio des articles aussi. Bon bref, la pub est finie. On rentre dans le vif du sujet. Mais d'abord, c'est quoi un CMS? À quoi il sert? C'est pas une question con, hein, parce que on y met à peu près tout. Tu vois, WordPress c'est du CMS, Drupal c'est du CMS, Contentful c'est du CMS aussi. Pourtant c'est pas du tout les mêmes trucs. Si on revient un peu quelques années en arrière, parce qu'ici il y a plein de vieux, parce qu'on est dans le monde de la presse, on est tous vieux, on se souvient, 96, c'était ça le site du Monde à l'époque, et globalement le CMS de l'époque, ça affiche du contenu dynamique. Il faut voir qu'il y a l'HTML et le HTTP a été inventé 6 ans avant, donc la seule chose que Internet savait faire à l'époque, c'est d'afficher du HTML, et rendre quelques trucs du HTML dynamique. Et puis, donc du coup, il y a une nouvelle mode qui est la première vague des CMS apparue autour des années 2000. Drupal, WordPress, Fatwire ou Vignette, pour ceux qui s'en souviennent, sont tous apparus à peu près aux alentours des années 2000 et qui répondaient à un besoin naissant qui dit comment on génère des pages dynamiques sans que les journalistes aient à faire du HTML. Parce que c'est chiant le HTML à faire. Et ils avaient tout compris, regardez ça, on dirait si on enlève le côté visuel qui fait très années 90, personnalisation, content management system, profiling et reporting. Et Vignette 4, en 98, sortait déjà quoi? Content management et Internet Relationship Management, le prémisse du CRM, du CDP d'aujourd'hui. Rien n'a changé en 20 ans. On est resté après les mêmes. Pourtant, ces trucs-là, les médias les ont beaucoup expérimentés. Et ça commence un peu à puer un peu quand même. Hein. Avant, j'ai fait beaucoup de Drupal pendant 10 ans, entre 2008 et 2018. Mais beaucoup de Drupal. Hein. J'ai 500 personnes qui faisaient que du Drupal. J'ai tout vendu parce que je ne sentais plus. Et le problème, c'est qu'on voulait faire au CMS à peu près tout. C'est-à-dire qu'au départ, on affichait des pages et du texte et du contenu. Puis quelqu'un a dit il faut faire du User Generated Content. C'était la mode des UGC. Donc, on rajoute du commentaire dans le CMS. Puis, quelques instants après, il faudrait qu'on vende dans la boutique. Et on fait de l'e-commerce dans le CMS aussi. Et globalement, le CMS ressemble à un Frankenstein et pas un couteau suisse, où on a à peu près tout et rien. Drupal avec 200 modules, que personne ne peut appuyer sur un bouton sans que ça prenne 5 minutes. Etc., etc., etc. Et puis attention, ça c'est ceux qui avaient des CMS dans lesquels on mettait tout. Donc les WordPress, les Drupal, les SPIP et d'autres, Typo3 et compagnie. Mais il y en a eu, il y en a encore qui voulaient créer leur propre CMS. Hein. Okari, chez l'Express, Sirius, le 8 au Monde. Et ce n'est jamais une expérience réussie, sauf à quelques exceptions près. Pourquoi? Parce que les médias, ils gagnent de l'argent et ils savent faire, c'est produire des histoires, raconter des histoires, connaître leur audience, vendre éventuellement des abonnements et gérer une équipe de journalistes pendant les grèves ou pas. Mais pas faire un CMS. Un CMS, c'est du software editing, c'est une compétence qui n'a rien à voir avec le média. On ne fabrique pas du logiciel quand on est un média. C'est une aberration. Bref. Essayons de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un média si on l'ouvre un peu aujourd'hui. Donc si on ouvre la boîte d'un média quelconque d'une certaine taille, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien déjà, on retrouve tout ce qui n'est pas CMS. Tout ça, ce n'est pas du CMS. On va voir, en gros, on essaie de faire des couleurs
Le rouge pour tout ce qui est production de contenu, on va avoir la planification éditoriale. Très souvent, on va échanger dans WhatsApp, tu produis quoi, sur quoi tu travailles, etc. La rédaction, on va travailler souvent dans des groupes comme ça, messagerie, de la veille sociale, on va trouver de la planification éditoriale, qu'est-ce qu'on produit quand. Et puis à un moment donné, on fait de la prod vidéo parce qu'il faut produire des TikTok. On va produire de l'infographie éditoriale, des cartes, etc. Tout ça, ça va être injecté quelque part. Et puis ça va ressortir de l'autre côté et vendu grâce au truc vert. Mine de rien, les médias aujourd'hui sont parmi les architectures ici les plus complexes au monde. Si on prend, qu'est-ce qui est compliqué? Si on enlève les GAFA, ce qui est compliqué, la banque, l'assurance, parce que c'est des finances, des flux, temps réel, etc. C'est l'e-commerce, parce qu'on a la supply chain, c'est pas l'industrie, et c'est les médias. Parce que tout ça, il faut qu'ils fassent globalement avoir toutes les briques qu'on retrouve ici, c'est tout ce qu'a Facebook, Google, TikTok, etc. Sauf que ils n'ont pas d'argent, en plus, les médias. Donc, c'est-à-dire qu'il faut opérer une plateforme extrêmement complexe avec des coûts extrêmement réduits. Donc, c'est toujours un équilibre très compliqué. Qu'est-ce qu'on achète? Si on a acheté Eidos, on n'a plus d'argent pour rien d'autre. Si on a acheté une CDP un peu chère, c'est fini. Donc, en fait, c'est un équilibre permanent entre choisir le bon outil et le TCO, quoi, le Total Cost of Ownership de l'ensemble. Et le pire dans tout ça, c'est que si avant on pouvait faire du commentaire dans Drupal, pardon, la caméra est par là. Si on pouvait faire du commentaire dans Drupal et c'était OK, aujourd'hui on veut des commentaires comme sur je sais pas moi, sur Insta ou sur TikTok. On veut des trucs avec la remontée de bonnes threads, on veut des trucs sympas. Donc pour chaque petite brique, maintenant il y a un outil. Et au milieu de tout ça, on a le CMS. Et le CMS, donc, il est interconnecté, mais il ne fait pas tout ça. Il est interconnecté à l'ensemble du SI. Parce que derrière chaque petite brique, il y a plein d'outils. Là, on a sorti il n'y a pas longtemps un observatoire de tous les meilleurs outils à peu près du moment. Vous pouvez le télécharger sur code.store. Mais il y en a plein. Il y en a des milliers d'outils sur chaque. Alors, qu'est-ce que pour moi, en tout cas, qui faisons un peu de CMS, les 12 trucs qu'il faut absolument avoir dans le CMS et pas plus. Pour moi, c'est tout. 12 features. Pas besoin de faire une liste Excel de 247 lignes pour savoir si oui ou non il l'a, l'éditeur. Premièrement, il faut qu'il y ait un workflow de publication flexible et permissif. Pourquoi permissif? On n'est pas le workflow qui a été fabriqué la plupart du temps, je me rappelle Télérama, les machins, etc. Alors on a le secrétaire de rédaction, puis une validation, une survalidation, du survalidation. Ça devient du print. Parce que quand tu fais une connerie dans le print que ça part à la presse, c'est fini. Donc toute erreur, c'est dramatique. Dans le web, c'est la vitesse qui prime. Donc on ne doit pas interdire des trucs parce que le mec est parti en vacances et qu'on ne peut plus valider parce que on n'a pas de rôle et que voilà. Dans un workflow permissif, on peut tout faire. Le workflow sert à ne pas interdire, il sert à savoir, c'est un peu le pouls de la rédaction. On en est où? Qu'est-ce qu'on produit en ce moment? Combien d'articles en retard? Une dame intégrée, c'est absolument primordial. Plus personne ne lit rien, tout le monde scrolle sur son TikTok. Si vous voulez toucher des gens qui ont moins de 50 ans, il faut faire de la vidéo courte, du texte court, de l'audio court et peut-être des longues rides à côté pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Bon, API first. Si votre CMS n'est pas ouvert et n'arrive pas à parler au monde entier, comme on a vu avec toutes ces petites boîtes, partout, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau des webhooks, il s'est passé quelque chose dans le CMS, je suis capable de réagir dessus, il faut qu'il soit API first. Mine de rien, il y a une mode énorme de CMS headless qui est arrivée, on dit le front on s'en fout, on gère le back, ok. Mine de rien, mais les médias aujourd'hui, c'est quand même des sites qui ont des pages, beaucoup de landing, des mini-sites, du branded content. Il faut que le CMS embarque un page builder d'une manière ou d'une autre. Il faut que le journaliste, sans être technique, sans appeler au développeur, puisse modifier la page d'accueil, une landing de section, etc. Ça en fait 4. Ensuite, il faut qu'au minimum, on ait un éditeur de texte. Il faut que cet éditeur de texte soit sympa pour les journalistes, parce qu'ils ne veulent faire que du Word. Ben oui. Et il faut que on produit du contenu plus dans le vent. C'est pas le journaliste qui sait ce que veut mon consommateur, mon lecteur.
on est en train de fabriquer un produit. Donc c'est un peu une startup nation à l'intérieur de chaque rédaction qu'il faut mettre en place. À qui on écrit, qui est mon audience, à quelle heure je dois leur écrire, qu'est-ce que je dois leur raconter et comment je dois leur raconter. Donc il faut qu'on entoure cet éditeur de texte d'assistants. Ce n'est pas que le correcteur orthographique, on veut de l'IA dedans, tout le monde se sait lancer dedans, il n'y a pas un éditeur qui n'a pas une IA générative intégrée, plus ou moins bien avec une extension Chrome fait par l'IPI intégrant un truc, mais tout le monde l'a. C'est important de l'avoir directement dans l'éditeur. Je suis en train d'écrire, ça corrige. Je suis en train d'écrire, il me dit mon score SEO en positionnement par rapport à la concurrence, etc. J'ai écrit un truc, ça se trouve, j'ai d'autres trucs qui ont été écrits dessus. Ce serait bien que tu m'en parles. Un truc très con, mais qu'on retrouve partout, qui est absolument nécessaire, gestion de collection, et qui n'est malheureusement pas forcément évident et pas fait partout dans les CMS, c'est dire je veux sortir un truc sur Macron, bah, je veux rassembler un dossier Macron, un dossier PS. Bah, faire un dossier ordonné, propre, semi-automatique, où je peux feed, rajouter des contenus à l'intérieur de manière automatique ou pas, bah, tout le monde ne sait pas le faire. Pourtant, c'est con. D'autres trucs très techniques, celui-là, mais à chaque fois on marche dessus, c'est les redirections. Les groupes médias se sont découpés, rachetés par Alstis, vendus par Alstis, Patrick Drahier racheté, vendu, racheté par Alain Veil qui a revendu un truc. Bon, à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'y touche, on redirige. On a changé les URL, Mon Argent est devenu / Mon Argent, puis c'est redevenu Mon Argent, puis c'est devenu / Finance. Et au bout de 30 ans, bah, on a accumulé 19 millions de redirects. Et personne ne veut y toucher parce que ça marche. Sauf que ça bouffe la perf, c'est pas bon pour les SEO, ça sert à rien d'avoir dans son serveur des millions et des millions de redirections. Express, quand on a migré, on a découvert 15 jours avant le lancement qu'il y avait 800 000 redirects. Et Arc, le CMS sur lequel on voulait migrer, en sait en gérer 1000 maximum. On dit, vous avez un petit problème. On a essayé de le résoudre. Planification, gestion éditoriale, je pense que c'est important que pour un CMS qui s'adresse à des médias, que le cœur du sujet, c'est comme production de contenu, que la planification en tant que gestion de projet éditorial soit intégrée dans le CMS. Parce que c'est trop lié, les notifications, etc. Bon. Les 4 derniers, j'arrête là après, on va parler à des trucs un peu plus rigolos. C'est ne plus jamais stocker, servir ou toucher du HTML. S'il y a quelque part du HTML dans une base de données d'un CMS, il faut tuer le CMS. Le HTML, c'est le pire tanné quand on migre. Nous, on migre en permanence des millions d'articles d'un CMS vers l'autre. Et à chaque fois qu'on retrouve du HTML, c'est une galère. Il faut nettoyer les tags, et les styles, et les trucs, et les machins. Virez-moi tout ça. On a des blocs embed propres, structurés. Pas d'HTML. On stocke tout ça en Markdown, en JSON, en ce qu'on veut. Pas d'HTML. Je pense qu'aujourd'hui, si un CMS n'intègre pas d'IA, il est mort. L'IA est déjà partout. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, d'autres le feront à ta place et tu ne seras pas là demain pour en parler. Enfin, moi, je ne crois plus du tout aux hébergeurs. C'est la même chose. Ce n'est pas le rôle d'un éditeur de presse ou de médias de réfléchir comment il doit déployer en production dans un data center. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tous les outils techniques existent. On fait du SaaS ou du PaaS. On ne parle pas scalabilité, on ne parle pas hébergement. Ça fonctionne, on appuie sur un bouton, on produit du contenu, on n'héberge pas des trucs. Et puis finalement, c'est peut-être ça le dernier point plus philosophique que technique. Le CMS, il doit être, pour moi, le pont entre les équipes produits et marketing, qui doivent être dominantes, et les journalistes et les équipes journalistiques éditoriales. On construit d'abord un produit qui va être acheté par des gens, qui va être lu par des yeux, et d'abord on fait ça, on construit un produit. C'est vraiment ça l'esprit que je vois, en tout cas parmi les nouveaux médias qui naissent aujourd'hui. Je peux citer un que j'ai vu qui s'appelle Mexico Pragmatico, petit média, qui explose complètement, qui monte en flèche dans les 15-35 ans. Un média de texte, c'est pas du TikTok, au Mexique, qui fait de la news classique, généraliste, locale, politique, mais parce qu'il a été pensé comme un produit, avec user group, user testing, on teste, on améliore, on fait de l'itératif, et on améliore son produit, son contenu. Bref, tout ça c'est bien, ça c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'on a dans le marché aujourd'hui des CMS? On en a vu des centaines, il y en a des centaines, ils sont tous là, survivre ou vivre, plus ou moins bien d'ailleurs.
Il y en a beaucoup. Ça fait depuis 2008 que je fais du CMS. J'ai fait du Drupal, du WordPress, du SPIP, du Typo3, tous les trucs qui existent. Aujourd'hui, dans le média, ce qu'on constate, des CMS qui marchent bien, qu'on aime beaucoup. Inconnus, je suis sûr que la moitié, vous ne les connaissez pas en plus. D'abord pour les tout petits. Donc on commence par les tout petits Directus. Alors Directus, c'est pour ceux qui veulent bidouiller eux-mêmes. C'est un peu le Drupal V2 ou le WordPress V2. C'est hébergé, c'est open source, c'est très flexible. Ils ont levé 7 millions, ils sont basés à New York, c'est une petite équipe, ils sont une cinquantaine. Le truc, ils ont quasiment rien out of the box, mais on peut quasiment tout faire. Voilà, pour ceux qui aiment vraiment trifouiller dedans, qui ont par exemple l'automobile, là j'ai entendu ProduPress, l'automobile, les petites annonces, qui ont des annonces d'appartements, des job boards, des trucs du contenu structuré, un peu compliqué, des recherches, des tableaux. Ça c'est parfait parce qu'ils sont vraiment orientés data, structurés et pas forcément articles. Pas du tout équipés pour de la presse, pour de la animer une newsroom, il faut tout faire. Mais très puissant quand même. Et puis surtout pas cher pour le prix. Héberger, SaaS, etc. Un exemple d'un projet, AMExpat, donc ça c'est un projet multi-pays qu'on a fait, qui est parti d'un Drupal. Et voilà, c'est un projet qui a pris à peu près 7 mois, 200-400 cas, on a à peu près 50 000 contenus, une équipe de 3 personnes à peu près, on a 3 sites différents dans 3 langues. Donc c'est un AMExpat, c'est un projet niche pour les expatriés. Et voilà l'architecture. Derrière, donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On a plein de petites boîtes, des newsletters, de la recherche, un front complètement séparé, quelques fonctions serverless, etc. Le cœur du système, c'est le CMS. Ok. Deuxième exemple, Labrador. Alors il s'appelait, je dis putain Labrador, mec, tu peux pas appeler ton CMS Labrador. Il me dit si, mais avant on s'appelait Bulldog, mais il était buggé, alors on a fait Labrador parce qu'il est plus gentil. Bon, ok. Labrador, ils sont à Oslo, Norway, donc après 16 heures, on ne peut pas les appeler. Mais celui-là, il a absolument plein de trucs. Tout, c'est une petite boîte, pas trop cher. Leur page builder, pour désigner le front, c'est le meilleur du marché. Je n'ai rien vu de tel que ce truc. Bluffant, on a une IA intégrée très tôt. Par contre, c'est aussi un problème, c'est qu'on peut tout faire en front. Donc là, si tu es un journaliste un peu créatif, bah t'es mort parce qu'il va faire du rouge clignotant, un peu comme moi, t'imagines. Tu vas te retrouver avec une page d'accueil en rose, ça va pas le faire. Pas de planning éditorial, pas de live looping. Finalement, relativement peu de fonctionnalités médias, mais vraiment, leur page builder, si on est dans le lifestyle, par exemple, ou dans le branded content à fond, eux, ils sont très forts, ils sont pas très chers. Alors l'exemple, il est là. Donc là, tu vois, on a une preview mobile à la fois et front. On a l'impression dans Photoshop. Ça, j'aime beaucoup ce truc. Et quand on édite, on a du drag and drop partout. On peut faire vraiment ce qu'on veut en front, même sur un article ou sur une page. C'est assez fluide. Et on a plein de features IA. Ils étaient parmi les plus forts à intégrer. Donc, proposition de titre, résumé, SEO, fact-check et traduction. Et forcément, quand on est norvégien, on est obligé de gérer la traduction. Personne ne parle norvégien. Alors là, j'espère que ça va marcher. Ah merde. Tac, est-ce que ça marche? La petite vidéo. Oh, c'est extra. Donc là, on peut le voir en live. C'est la seule vidéo que j'ai récupérée. J'ai fait un screencast. Tu vois, on peut tout changer. Et là, sur site à Paris, on insère des images et et je suis sûr que vous n'avez jamais vu un CMS qui fait ça. Même Sirius de chez Le Monde, il ne sait pas faire ça. Surtout pas. Donc ça, c'est vraiment la puissance. Par contre, du coup, n'importe quel journaliste peut faire à peu près n'importe quoi, ce qui n'est pas forcément idéal. Voilà. Bref. Troisième. Alors Glide, moi j'aime beaucoup Glide, c'est Denis. C'est un Bosniaque qui habite à Londres. Très sympa, les gars. C'est un CMS un peu mystérieux qui fait à peu près tout. Ils sont en mode... c'est un vrai SaaS. Ils sont plutôt forts dans l'IA. Ils ont une idée de GraphDB. Donc, ils ont une base de connaissances intégrée. Donc, tu peux gérer des graphes de knowledge graph, ça s'appelle. Donc, des choses genre la recette de cuisine avec les ingrédients. Mais les ingrédients, on en parle dans des articles. Des articles qui parlent de Macron, dont une fiche. Et qui, voilà, donc, tu vois, donc c'est ça, les graphes de connaissances sont basés à Londres. C'est plutôt cher, entre 4 et 6 000 euros par mois en fonction de si on est partagé ou on est un cloud privé.
Moi, pour l'instant, la base client est trop petite pour moi, pour le recommander à fond. Mais les clients qu'ils ont, c'est des clients gros, c'est des gros titres UK. Voilà. On est partenaire avec eux, on n'a pas encore fait de projet, mais on a fait toute la formation, on est certifié. Moi, je trouve que c'est un CMS plutôt honnête, qui permet de faire des choses assez intéressantes, notamment du contenu structuré. Parce que tout le monde n'arrive pas à toujours bien faire. Eux peuvent faire des bases de données de contenu intégrées dans des articles, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est leur client The Times. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on retrouve des trucs très classiques, hein, interface en français, ça c'est sympa. Tout le système de voilà la date de publication. Donc c'est une CMS qui a été créée par des journalistes qui viennent du Times et existe depuis quand même quelques années maintenant. Voilà, donc on a la gestion d'une dame intégrée, on peut voilà, gérer les caricatures et une gestion de paywall intégrée aussi, plutôt sommaire quand même. Allez, encore un. Donc là, on a fait le tour d'Europe. Hein. On a fait la Norvège, on a fait les US, on a fait l'Angleterre. Là, on est chez les Suisses. Un peu comme Labrador, très très fort en front, très très fort dans la construction des stories, des formats. Extrêmement bon en user interface, vraiment sympa. Relativement peu de features out of the box, pas de gestion d'abonnés, pas de vidéo, tu peux pas customiser le back. C'est pas un SaaS, c'est le seul point noir pour moi, c'est pas un SaaS, c'est du service managé. Donc ils vont mais ça peut être un avantage. Ils vont installer leur CMS où tu veux, dans l'Azure, dans ton AWS à toi de payer. Et c'est le seul d'ailleurs pour lequel le prix est relativement élevé, mais c'est des Suisses. En même temps, quand on est à Zurich, tu prends un café, tu as payé 20 €. 10K pour moi, c'est même pas le SMIC là-bas. Donc cher quand même, service managé, très allemand quand même pour l'instant. Hein, donc voilà, si vous êtes germanophone, ça peut être pas mal. Mais quand même très sympa, l'interface est très jolie. Là par exemple, on peut faire des tickers sur du sport, des choses comme ça, on peut rajouter les goals, les machins, on peut gérer le contenu structuré, faire du live blogging. C'est très travaillé dans le détail, on est vraiment dans l'horlogerie suisse en termes de qualité, tout marche. Ils n'ont pas beaucoup de choses, mais tout fonctionne. Et c'est très collaboratif. Leur focus de Living Docs, c'est je travaille en équipe, c'est une rédaction qui travaille, c'est pas un journaliste. Donc on n'a pas un workflow de malade, mais par contre tout est commentable, on peut rajouter des issues. Tu vois, on a dit tiens, il y a trop de trucs, est-ce que tu peux remplacer? Merci. En plus ils sont sympas, ils disent merci tout le temps. Et le proofreading est fait, c'est joli, il y a des petites icônes. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup l'expérience utilisateur est très sympa pour les journalistes. Et le dernier, nous on est, donc disclaimer, on est Gold Partner de Arc, mais c'est pas les seuls. Et ils sont conscients qu'on ne fait pas que du Arc, mais on a choisi, quand on avait choisi à bosser avec Arc, on a fait un RFP de tous les CMS. Au départ, c'était maintenant il y a 3 ans, et ils étaient sortis gagnants. Et donc c'est comme ça qu'on est devenu avec eux partenaires. Pour l'instant, aujourd'hui, Arc, c'est le numéro 1, ça reste numéro 1. Alors, ceux que j'ai pas cités, Eidos, j'espère qu'ils sont pas dans la salle. Eidos, trop vieux, trop machin, trop contraignant, trop de legacy. Ring Publishing d'Access Pringle, beaucoup trop cher. Ring Publishing, tu leur parles pas à moins de 50 000 par mois, ou 20 000 par mois, 30 000 par mois. Et ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités que Arc, donc ils sont équivalents en termes de qualité, mais ils sont juste plus chers parce qu'ils n'ont pas Jeff Bezos derrière eux. Parce que donc l'histoire de Arc, c'est Washington Post, Jeff Bezos les rachète, dit je te file 100 millions, fais ce que tu veux, mais à une condition, ce que tu vas fabriquer, tu vas le vendre à l'extérieur, ce qu'il a fait pour AWS. Et donc c'est comme ça que le CMS est né. Le Washington Post a fabriqué leur propre CMS, qu'il a commencé à en vendre vers 2015-2016. Ça s'est pas très bien passé. En France, ils ont le Parisien, Libération. C'était un peu compliqué, peut-être vous avez entendu des échos, parce qu'ils ont fait eux-mêmes, c'était un peu frais encore. Maintenant, ils ont Code Store, l'Express, vous pouvez les voir. Et donc, ça, c'est vraiment un CMS tout en un. Et ça, c'est la grosse différence. Certes, tu as payé entre 5 et 30K par mois, mais tout est compris. Le CDN, le front, l'hébergement, la vidéo. Ça, c'est des gros coûts. Si vous faites beaucoup de vidéos, eux, ils gèrent le stockage, le transcodage et la diffusion de la vidéo. Ils vont gérer à peu près tout, sauf la customisation du back, mais c'est une bonne chose pour moi. Tu ne touches pas au back parce que ça ne sert à rien d'y toucher. Le SEO, c'est SMJ qui est intégré, donc il va falloir payer en plus. L'IA, ils en font très peu pour l'instant, et ils n'ont pas de contenu véritablement structuré. Tu ne vas pas faire une base de données. C'est vraiment fait pour des journalistes, pour du contenu journalistique, point. Mais
pour des médias, ça reste les meilleurs pour l'instant, so far. J'ai pas parlé du Sirius 8 du monde. Sacha est parti du monde. Et je pense que le CMS va un peu atterrir dans les quelques années. Bon, voilà quelques exemples. À quoi ça ressemble? Très sympa pour le journaliste. On a presque du Word. C'est à la limite pas très joli, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça reste un peu moche pour que ce soit accepté par la rédaction. On a la gestion de nos articles, de Composer. On a une gestion fameuse de dossiers, d'articles. Donc on peut fixer des dossiers, on peut les déplacer. Ça peut être aussi grand qu'on veut, ça peut être automatique ou pas. Et on a le fameux Page Builder qui est un peu technique quand même. C'est pas le Page Builder de Labrador, hein. Mais par contre c'est une puissance, c'est une machine monstrueuse. On peut intégrer des contenus, des blocs qui viennent chercher des API. On peut tout drag and dropper, prévisualiser en mobile, gérer l'historique des versions de ces pages d'accueil, déployer, rollbacker. Enfin, il y a à peu près tout. Donc voilà. Et enfin, on a donc la fameuse planification éditoriale. Là-dessus, je pourrais passer des heures, mais il y a à peu près tout. Donc là, c'est la vue de quelques jours de l'Express. Donc on a une joue à la journée, à la semaine, on a des stats, des retards, on a des tâches, c'est intégré à tous les systèmes de messagerie interne. Donc on peut travailler sur Teams ou sur Slack et recevoir directement dans Slack. Toute la rédaction reçoit qui travaille sur quoi, sur ce qu'il faut faire en ce moment. Donc pour moi, c'est un des outils les plus sympas. Voilà, donc là, c'est par exemple les fameuses tâches. Donc là, il y a des tâches en retard, on dit voilà, il faut des contenus à relire, il y a des contenus qui sont assignés à des groupes de travail. C'est très ouvert, c'est américain, tout est possible, tout le monde voit tout. Il n'y a pas, c'est mes tâches à moi, j'ai assigné un, l'autre ne doit pas les voir. Tout est visible, tout est transparent, c'est la base du CMS. Le workflow est permissif, on peut passer de publier à dépublier, archiver, tout le monde peut le faire, sauf si on l'interdit, bien sûr. Mais globalement, il n'y a pas, mais c'est un des outils les plus sympas. L'exemple d'un projet, donc ça c'est un qu'on a fait nous. Il y en a d'autres qui existent. Donc Parisien Libération, c'est pas nous. L'Express, c'est nous. 8 mois, 2 millions d'articles, 800 000 redirects, j'en ai parlé. Projet maintenant 1 an en prod, zéro problème, zéro downtime. Et puis là, on a sorti hier la fameuse app. C'est marrant, on avait la lecture et tout. Donc vous pouvez télécharger la nouvelle app de l'Express connectée à Arc et fait en Flutter. Je recommande. On avait fait 360 marocains, on l'avait fait en React Native. C'était galère, c'était moche, c'était gros, c'était pas terrible. Flutter, c'était pour moi, enfin, il y a zéro problème, zéro bug. C'est vraiment beaucoup plus sympa à utiliser, je trouve, que React Native, en tout cas de ce qu'on en a vu. Voilà, j'en ai fini. Ça, c'est nous. Et si vous avez des questions, je peux peut-être vous essayer d'y répondre. Qui gagne? Est-ce que c'est celui qui a parlé le premier? Non, on va dire la main, et plus poli, excuse-moi. La main qui gagne, vas-y. Oui. Page Builder, tu veux dire? Page Builder, donc là c'est exactement ça. Dans ce qu'on stocke dans le CMS, c'est pas du HTML. On stocke dans le CMS, c'est du contenu, donc du texte, markup, bold, machin. Enfin, c'est du JSON, en gros, c'est un gros JSON qui est stocké. Le JSON est envoyé via l'API au front, qui lui va prendre ça et va le générer le HTML et l'afficher. Et le Page Builder, parce que le front a été généré d'une certaine manière, il va récupérer ces petites balises et dire ok, je suis capable de récupérer les événements, afficher les petits pourtours, parce que la structure de ton HTML est nommée d'une certaine manière. Donc c'est ça l'avantage d'avoir le Page Builder. Par contre, si demain je veux envoyer le contenu, ce qui arrive déjà là, à une app mobile, et je peux lui envoyer sans me réfléchir. Ah merde, le journaliste a inséré de l'iframe et que mon truc, ou un Dailymotion, sauf que j'ai pas fait le player Dailymotion, je sais pas l'afficher dans le mobile, je dois l'envoyer. Donc c'est ça c'est ça qui est intéressant. Ça se passe très bien. Donc on a généralement soit un CMS sprint au bout, genre un Melody ou un truc norvégien, je sais plus le nom, ou Eidos, ou juste InDesign. Flux XML. Là, donc dans tous les CMS, généralement, ils ont des outbound feeds, donc en gros, soit de l'API
qu'on va aller pouler et aller envoyer ça. Soit dans Arc, il y a Advanced intégré, donc c'est natif. Globalement, c'est soit on va aller chercher les contenus qui ont été tagués dans des collections spécifiques, soit c'est vraiment intégré natif, comme c'est le cas de Arc. Par exemple, dans Arc, il y a un truc qui s'appelle publication, tu crées, tu peux choisir les articles que tu veux dans l'ordre, tu peux créer des sous-sections, l'envoyer, ça envoie le XML que tu veux. La partie print derrière, elle vit sa vie. Mais on ne va pas faire de réinjecter du print dans le Arc. Ça serait heureusement, plus personne ne fait ça, je crois. Oui. Non. Je n'ai pas du tout parlé de CMS Print. Du tout. C'est vrai que ça reste un élément très important des rédactions aujourd'hui. Tout le monde a à peu près compris que globalement, c'est d'abord on crée du contenu, puis on le met dans le print. C'est plus restrictif, il y a moins de choses, donc c'est plus facile d'aller faire du digital first que du print first. Et ensuite, parce que aussi le nombre d'abonnés print quand même globalement chez tout le monde baisse, et que bon, on le maintient parce qu'il faut le maintenir et que ça ramène de la pub et que ça vend, etc. Mais on ne va pas investir dessus des sommes folles ou réfléchir, ce sera quoi le print de demain. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu. Oui. Alors, question des prix. 700, c'est cher. Pour démarrer, il y a d'autres solutions. Pour démarrer, il y a, si on veut démarrer sur du CMS, déjà Directus, par exemple, il y a une version open source, donc on peut télécharger et l'exécuter. Si on ne paye pas quelqu'un pour le faire, il faut le faire soi-même. Et donc, Directus, c'est open source, tu télécharges, ou WordPress, ou tu as d'autres trucs où tu peux héberger ça pour pas cher. Le problème, c'est que si tu ne sais pas faire toi-même, tu vas prendre un développeur pour le faire, et le développeur va falloir payer. Moi, je prends un CMS comme Directus, par exemple, avec un thème par défaut. Le développeur, il a travaillé au début, mais une fois qu'il a travaillé, il ne travaille plus après. Donc, je ne le paye plus. J'ai pas à payer un mec, mon serveur est tombé, il faut que je paye quelqu'un. Et le problème, c'est que s'il tombe au moins une fois par mois, ou s'il y a un problème, ce qui arrive assez souvent, tu vas dépenser tes 700 € en temps de travail dans ton dev. Donc, dans la vraie vie, si tu ne sais pas faire toi-même, et que tu es obligé de faire appel à quelqu'un que tu payes pour faire, 700 €, ça va vite, quoi. C'est 2 jours de boulot peut-être pour même un développeur, tu vois, qui n'est pas en France. Plus de questions? D'autres questions? Non? Tic tac tac. C'est bon. Ouais, écoute, merci. Et voilà, on est à un stand là, si on est encore là demain. Salut.